premier visage qui nous observe. Au niveau de ce linteau de porte, vous avez un autre emblème. Vous avez un marteau, un équerre, un compas. À votre avis, non, il n'était pas maçon, il travaillait le bois. Le monsieur qui habitait ici était menuisier. C'était Georges Lins, menuisier, qui a fait les stalles en bois de l'église Saint-Georges dans le chœur. Et regardez, Tom, si tu peux juste éclairer le visage là, ici. Voilà, super. Vous voyez le visage encore à côté là? Alors vous avez vu, il y a des visages sur les linteaux de fenêtres de la porte cochère ici. Il y en a au premier niveau et même au deuxième niveau. C'est-à-dire qu'on accorde une certaine importance. D'habitude, on fait le premier niveau parce qu'il est visible de toutes les personnes. En haut, on arrive un peu plus difficilement à voir et souvent, c'est un travail fait à la va-vite. Alors, c'est des visages qui nous permettent aujourd'hui de voir comment les personnes étaient habillées et vêtues à l'époque, parce que dans certains, on voit un petit peu les cols des habits, les cheveux aussi, donc la mode capillaire, la mode vestimentaire. Et alors, là aussi, c'est des ondits. Les visages qui seraient représentés sur les linteaux de fenêtres seraient les propriétaires de la maison, donc de la famille de Georges Lins. Peut-être, c'est des ondits. Il y a des visages qui sont aussi un peu plus effrayants, comme celui-ci. Pas très sympa, hein, il fait des grimaces. Et regardez ses oreilles. Quelle est la forme de ses oreilles? En pointe comme le diable, exactement. Donc, des visages comme ça, grimaçants, c'était pour repousser les esprits, le mal, enfin voilà, les mauvais esprits, tout à fait, pour se protéger. C'est la belle-mère qui était représentée. Ou la belle-mère, voilà. Qu'est-ce qui est représenté sur ce linteau de porte? Un bretzel, exactement. Et juste au-dessus, Tom, monte un petit peu. On a encore un pain, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, une brioche. Moi je vois plutôt un pain, un gros pain. Ou un gâteau, je ne sais pas, ou un bretzel. Qui c'est qui habitait là? Boulanger, pâtissier, exactement. Alors je vais en profiter pour vous raconter un petit peu les légendes autour du bretzel. Vous connaissez un petit peu? Donc, une première histoire ferait remonter son origine vers 610, au début du Moyen-Âge. Un moine italien se serait inspiré de la posture des autres moines qui attendaient leur bière, les bras croisés. Faites voir les bras croisés pour qu'on regarde à quoi ça ressemble. Donc, on voit un peu la forme du bretzel. Il en fera donc un pain pour les moines et un petit gâteau pour les jeunes élèves du séminaire. Il y a une deuxième histoire à ce sujet. On raconte que le bretzel aurait été inventé par un boulanger originaire de Bouxwiller, donc pas très loin d'ici. Ce dernier se serait fait emprisonner par le roi après avoir mal cuit son pain. Il ne faut pas grand-chose pour finir en prison. Il risquait même d'être exécuté. Cependant, la femme du boulanger aurait supplié le roi de laisser à son mari une ultime chance. Ainsi, le roi lui aurait imposé la chose suivante. Le boulanger serait sauvé s'il inventait un pain au travers duquel le soleil brillerait 3 fois. S'inspirant de la posture de prière de son épouse, les bras croisés, vous pouvez croiser les bras, alors c'est un peu, je vais faire aussi avec vous, c'est comme ça, position, voilà. Et là on voit bien les 3 trous. Donc le boulanger s'inspire de la posture de sa femme, il croisa les 2 extrémités d'un ruban de pâte pour reproduire la posture qu'avait adoptée sa femme, formant ainsi 3 trous, à travers lesquels le soleil pouvait briller 3 fois. Au moment d'enfourner les bretzels, un chat fit tomber la plaque de la saumure. N'ayant plus de temps pour repétrir et cuire, le boulanger enfourna les bretzels et les présenta au roi qui apprécia énormément ce nouveau pain. Ouf! Aujourd'hui encore, le ou la bretzel figure sur l'emblème de la Corporation des boulangers d'Alsace. On va s'intéresser
au portail juste à côté, Tom, où es-tu? Oui. On voit là ici les pilastres cannelés, là aussi. Et au-dessus du linteau de porte, un décor qui imite du fer forgé ou des fleurs. Ce qui est intéressant, c'est aussi juste à côté cet élément. Tom, si tu veux bien éclairer le bas, alors attends, ce côté-là, s'il te plaît, pardon. Un oriel triangulaire, encore avec des décors qui imitent le fer forgé. On voit aussi les vis. Ouais, voilà, super, là, ici. Il y a un autre élément très intéressant. Regardez au-dessus. Vous savez ce que c'est? C'est une figure humaine qui soutient la partie supérieure de l'oriel, comme une colonne en fait. C'est un atlante. Donc c'est en fait la version masculine des cariatides. Ce sont des déesses grecques qui, pareil, soutenaient en fait, avaient le rôle de colonne dans les temples grecs. Je vous ai apporté une photo d'un autre exemple de l'Antiquité. C'est le temple de l'Érectéion sur le Parthénon. Vous voyez là les cariatides, donc les déesses qui servent de colonne pour soutenir la partie supérieure du temple. Donc là, on s'inspire quand même de pas mal d'éléments de l'Antiquité. On n'est plus au Moyen-Âge, mais à l'époque Renaissance, hein, où il y avait donc un renouveau partout au niveau des arts, de la culture, de la technologie, de la science, de la santé, et aussi dans la sculpture, enfin un petit peu partout, et on s'inspirait beaucoup des éléments de l'Antiquité. On va poursuivre notre ronde, on va se diriger vers les remparts, enfin les vestiges des remparts de Buchenum de la ville médiévale. Par ici, j'aime pas trop ça, les passages sombres là. Il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui s'y cache, qui attend pour nous faire un mauvais tour. Alors ici, nous sommes dans la rue, à votre avis? Des remparts, exactement. Il suffit... Tom, est-ce que tu peux éclairer un petit peu l'alignement ici des maisons? Voilà, de l'autre côté, par là-bas. Vous pouvez juste vous écarter, s'il vous plaît. Très bien. Vous voyez les maisons comme elles sont bien alignées? Elles étaient en fait... Enfin, elles sont alignées sur les anciens remparts de la ville. Donc, voilà. Et là, vous avez... Tu peux éclairer ici, Tom, voilà. On a des vestiges encore d'un ancien rempart. Alors, Sarre-Union, enfin Buchenum à l'époque médiévale, s'est doté de remparts en 1328, quand le comte Frédéric II de Sarre-Verdun, qui était le régent du comté de Sarre-Verdun, une partie de l'Alsace-Bossu, lui il habitait à Sarre-Verdun, il avait son château, il donna une lettre d'affranchissement qui faisait passer les habitants donc, de Buchenum, qui étaient des villageois, au titre de citoyens. Donc ils étaient exemptés de quoi? Des corvées que l'on devait au seigneur, récurer les fossés, on a participé aux travaux agricoles. Tout ça, c'était terminé. À Buchenum, nous sommes des citoyens. Une ville, depuis 1328, est fière de l'être. Ce qui nous vaut le sobriquet de Clarpe. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc c'est du patois alsacien, ça veut dire frimeur, grande gueule. Oui, on ne se prenait plus pour n'importe qui, on est citoyens, voyons. Les villageois, mais c'est les villageois autour qui étaient jaloux, c'est tout. Voilà, donc fiers d'être citadins à Sarre-Union depuis 1328. Est-ce que tu peux éclairer, Tom, s'il te plaît? Tom est en train d'éclairer les vestiges des remparts. Donc ils étaient hauts, il faut s'imaginer à l'époque de 6 mètres, et épais, les murs épais de 1,50 m. Et il y avait 13 tours. Et aujourd'hui, vous avez 3 tours qui subsistent encore. On va les voir, là, maintenant. On va partir à leur rencontre. Maintenant, c'est bon. Ah, juste, oui, une dernière chose. Bon, c'est un peu difficile à voir. Rapprochez-vous. Tom, est-ce que tu peux éclairer? Voilà, bouge plus. Bouge plus. C'est un peu difficile à voir. Vous voyez, on a une ouverture juste en bas, là. Des briques. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est un four à pain, c'est un four banal, donc où les citadins, voilà, il appartenait en fait au seigneur. Bon voilà, les citadins payaient une taxe, une redevance, et en contrepartie, le seigneur entretenait, oui quand même, il entretenait donc le four et se devait garantir l'accès du four aux citadins qui venaient cuire
leur pain. Donc voilà un petit vestige. Je vous parlais des tours de garde, on va aller les voir. Alors maintenant, on va sortir de la ville médiévale pour aller voir l'extérieur des remparts. Donc là, on est à l'extérieur des remparts, ils sont juste derrière moi, en face de vous. Vous voyez, tu peux éclairer s'il te plaît, Tom? Voilà, vous voyez le mur là, et toutes les maisons à côté. C'est en fait les anciens remparts. Et juste devant, tu peux éclairer le devant s'il te plaît? Voilà, voilà, tu peux encore aller par là-bas. Exactement, j'ai entendu, ce sont les anciens fossés, hein, donc qui étaient remplis d'eau, pour se défendre des ennemis. Aujourd'hui, les gens les ont aménagés en jardin et encore des vérandas dessus. On va aller voir maintenant une tour, un vestige. Rien de suspect, Tom? Non, pour l'instant. Alors, est-ce que vous avez repéré la tour? Oui. Tom, tu peux l'éclairer s'il te plaît? Voilà. Voilà, vous voyez, donc ça c'est une des 3 tours qui restent, tour de garde. Elle est très massive, hein, on peut se faire une idée. Il faut s'imaginer encore un bon 6 mètres, un petit peu plus haut. Tu peux éclairer s'il te plaît? Voilà. Et donc, ben oui, elle est assez massive. Et là, elle est tronquée, hein, puisque voilà, le propriétaire a aménagé un toit. Alors, qui dit rempart, dit château aussi. Alors, il y avait un château à Sarre-Union, mais je ne pourrais pas vous dire exactement où il se situe, apparemment au bord de la Sarre. Alors, il y avait un château à la Villeneuve, effectivement. Il y a encore des vestiges aujourd'hui qui sont habités. C'est l'ancienne conciergerie. Mais dans la légende que je vais vous raconter, alors je ne sais pas s'il s'agit de ce château-là, parce que c'est assez flou. Donc je vais vous raconter l'histoire d'un seigneur qui ne trouve pas le sommeil. Donc le château, bon, il n'y a plus de traces aujourd'hui, mais on sait qu'il a été construit pas très loin de la rivière de la Sarre. Ce château a été habité par plusieurs seigneurs. L'un d'entre eux était particulièrement odieux et tyrannique envers ses sujets. Le soir, n'arrivant pas à dormir à cause des grenouilles qui coassent, est-ce que vous pouvez me faire un chœur de grenouilles qui coassent, s'il vous plaît, pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance? Plus fort! Oh là là, mais oui, je comprends le pauvre, il n'arrivait pas à trouver son sommeil. Il obligea les habitants à venir battre les eaux de la Sarre avec des branches d'arbres et des perches pour faire taire les grenouilles. À sa mort, ayant été très injuste avec ses sujets, il ne parvint pas à trouver le repos dans l'au-delà, car il fut condamné à revenir hanter son château. On aperçut d'abord son fantôme à une fenêtre du 2e étage, donc quand je vous disais tout à l'heure en début de visite, des apparitions fantomatiques, voilà, on y est. Puis, tous les soirs, à minuit, il commença à tracasser les châtelains, à provoquer toutes sortes de troubles, de la vaisselle qui tombe sur le sol, faire du bruit à l'étage, en grenier, si bien que la demeure fut abandonnée et resta longtemps inhabitée. Des gens qui sont intéressés là parmi vous pour reprendre? Non. On va se diriger vers notre dernière zone à contrôler. Alors, moi je ne suis pas très rassurée. Je vous parlais tout à l'heure des cimetières qui étaient construits autour des églises. Voilà. Aujourd'hui, on va se diriger vers l'extérieur de la ville, vers le cimetière catholique. On va aller faire un petit tour là-bas, juste voir si tout se passe bien. Enfin, j'espère que tout va bien aller, hein. C'est parti. Courage, c'est notre dernière étape. Tout va bien, apparemment. Rien de suspect, Tom? Non. Ça m'a l'air bien tranquille ce soir. Les citoyens de Sarre-Union dorment en paix jusqu'à maintenant. Donc là, on se trouve devant le cimetière catholique de Sarre-Union, donc à l'extérieur de la ville. Vous vous rappelez pourquoi? À cause des mesures d'hygiène. Alors, tout comme les châteaux
ou encore les églises, les cimetières ont aussi leur propre architecture, leur propre décoration avec des sculptures. Donc là, on va faire un petit tour. Alors je vous demande juste de bien rester dans les allées. Vous pouvez allumer vos lampes torches parce que là, on est vraiment dans la pénombre. Il n'y a pas d'éclairage, comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc restez bien sur les allées. Voilà. Vous êtes prêts? Moi, c'est un petit ouais, ça. Tom, je te laisse l'honneur d'ouvrir la porte. Tu veux que je t'éclaire? Oui. Tom, tu peux venir ici, s'il te plaît. On a une première tombe là. Pas celle-ci, juste celle-là. Alors là, on a une tombe assez récente, mais on a quand même un décor très intéressant. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Une lyre. Alors c'est une lyre, donc c'est aussi un instrument avec des cordes. Voilà, un pincé qui peut bien être enterré ici. Un musicien. Exactement, un musicien, et si je ne dis pas de bêtises, Émile Rauch. Une musicienne, j'aurais dit. Émile Rauch, non, il me semble que c'était un chef, je parle sous couvert des Sarunionnais, chef d'orchestre de l'harmonie, non, de l'harmonie, de l'orchestre, de l'harmonie de Sarunion. On va continuer un tout petit peu plus loin. La plupart des tombes de ce cimetière, les plus vieilles, datent du XVIIe, XVIIIe siècle. Nous, ce soir, on va en voir plutôt qui datent du XIXe siècle, hein, mais c'est déjà très vieux. La plupart ont plus de 100 ans. Hein. Alors ici, si on regarde un petit peu le décor, tu peux donc regarder au niveau de la croix, s'il te plaît. Quelle est la matière qu'on a voulu imiter au niveau de la sculpture? Du bois, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors un tronc, exactement, mais posé sur le tronc. Une palette, voilà. Des pinceaux. Là, qu'est-ce qui dépasse? Une lyre. Exactement, une lyre qu'on a vue tout à l'heure. Après, si on regarde là, Tom, regarde, tu peux juste éclairer là. Là, ici, là où j'ai ma canne. C'est un lézard. Un lézard, ici. Une grenouille. Une grenouille hein, qui embête le Seigneur, là, de tout à l'heure. Et je cherche, il y a encore un élément. Ah, le voici, là. Un escargot. Alors, à votre avis, le défunt, là, il aimait beaucoup les éléments de la nature, la faune. Et là, il y Et a à votre... aussi une bûche. Voilà, oui, c'est un tronc d'arbre qui a été coupé. Et à votre avis, avec ces pinceaux, qu'est-ce qu'il faisait comme activité? Il peignait la nature. Voilà, c'est un peintre. Il peignait peut-être des paysages, voilà, puisqu'il y a donc des grenouilles, hein, des éléments de la faune qui sont représentés. Donc voilà. Un artiste, un deuxième artiste, on avait un musicien, là on a un peintre. Que je me repère, oui, par là. On va s'intéresser à cette tombe-là. Vous voyez, on a deux colonnes. Tu éclaires, s'il te plaît, voilà. Comment elles sont, ces colonnes? Brisé. Elles sont brisées. Et les colonnes brisées signifient en fait que une vie a été brisée. Et souvent, ça représente la vie brisée de jeunes enfants, de jeunes adultes. Voilà, quand vous voyez des colonnes comme ça brisées, c'est qu'il y a des jeunes enfants, des jeunes adultes qui sont enterrés là. Voilà, qui n'ont pas pu réaliser donc, leur projet de vie. Alors, restez sur l'allée. Moi, je vais m'approcher un petit peu. Tom aussi, tu peux rester sur l'allée. Est-ce que tu peux éclairer cette tombe-là, s'il te plaît? Regardez ici. Qu'est-ce que ça représente, selon vous? Une torche. Oui, une torche, un flambeau. On en a une deuxième ici. Et regardez comment elle est positionnée. Vers le bas. Alors, il y a une signification à ça, toujours hein, dans le vocabulaire funéraire. Tu peux éclairer, Tom, s'il te plaît? Le corps, en fait, du flambeau représente le corps du défunt. Et la flamme représente l'âme du défunt qui s'en va du corps. Parce qu'une flamme, quand on la renverse, elle n'a plus d'oxygène pour brûler, elle va s'éteindre. Donc ça représente en fait l'âme du défunt qui quitte le corps. Juste à côté, on a encore... Là, Tom, tu peux éclairer? Voilà. On a une colonne et juste au-dessus, qu'est-ce que vous avez?
voilà, une urne funéraire qui représentait, hein, on mettait donc, normalement les cendres du défunt, avec, comme l'a dit monsieur, un voile funéraire, c'est ce qu'on appelle le voile de la tristesse. Là, on a aussi des symboles intéressants. Vous avez là, qu'est-ce que vous avez ici? Un arbre. Alors, c'est pas n'importe quel arbre. Regardez ces branches. C'est un saule pleureur, exactement. Là aussi, c'est symbole de vie, de renaissance, parce que donc, alors, et de tristesse aussi. Hein, les branches, voilà, qui se penchent, qui pleurent. Voilà, donc ça représente la tristesse de la personne qui a perdu un être cher. Mais on dit aussi que les branches qui tombent du saule pleureur poussent aussi à une vitesse assez facilement, et ça symboliserait le retour à la vie, enfin voilà, une pensée un peu plus positive. Il y a un autre décor sur l'autre côté de la tombe. Tom, tu me suis, très bien. On a là, qu'est-ce que vous avez? Ah, c'est l'encre. Non, c'est pas une encre. Ah non, ici, c'est pas une encre. Exactement, c'est un sablier. Un sablier apparemment, alors je ne sais pas si c'est des feuilles ou s'il est ailé. Voilà, feuilles ou des ailes. Là, c'est, comment dire, aussi une manière, voilà, c'est plus positif hein, d'aborder la mort comme ça. Hein, c'est réversible, hein, le temps, le sablier, quand on le retourne, ben voilà, ça continue, hein, le temps continue à s'écouler. Donc là, Tom est en train d'éclairer un crucifix géant, hein, le Christ en croix. Le Christ est en fonte. Alors on suppose, moi je n'ai pas des sources très sûres, mais qu'il aurait été fait aussi par les ateliers de Dietrich de Reichshofen ou de Niederbronn, hein, comme la partie supérieure de la fontaine au bouc. Donc le Christ, si tu descends un petit peu, Tom, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, là, juste avant? Voilà, on a un crâne là, on a un deuxième crâne ici, un troisième là. Donc c'est le crâne de Adam qui est représenté en fait ici. Pardon? Premier homme racheté par le sacrifice du Christ juste au-dessus. Donc monsieur disait que les rochers représentent le mont Golgotha. Oui. Donc Golgotha qui veut dire en hébreu crâne chauve. Mais d'ailleurs Golgotha ça a donné calvaire, il y a la même racine que calvitie. Calvitie, exactement, oui. Ça vient de là. Oui, c'est vrai. Alors regardez un petit peu les objets qui sont sculptés là. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Les armes Christi. Voilà. On a aussi donc la croix, l'encensoir, hein, donc qu'on fait brûler les parfums. Hein, donc la fumée qui s'échappe représenterait aussi l'âme qui s'échappe du corps. Alors à votre avis, avec ces différents objets, qui c'est qui pourrait être enterré là? Juste. Un prêtre. Alors pas un prêtre, mais un curé, si on, alors quelqu'un de religieux effectivement. Donc tu peux lire, tu arrives à lire Tom? Ici repose. En paix. Joseph Félix. Éloigne-toi un petit peu. Joseph Félix Bockenmeyer. Et là tu arrives à lire? Curé de Sarre-Union. Voilà, curé de Sarre-Union, 1875-1880. Voilà. Et donc c'est bien un curé qui est enterré ici. Éclaire la colonne s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez comme végétation? Oui, tu as besoin de plus de place. Du lierre. Ça aussi, c'est un symbole funéraire. Donc le lierre, c'est une plante qui est réputée comme tenace. On a beau l'arracher chez soi, ça revient constamment. C'est résistant aux 4 saisons. Hein. Donc là aussi, c'est symbole de résurrection. C'est une manière positive voilà, de voir encore la mort. Alors vous voyez, contrairement aux autres tombes que nous avons vues, elles sont clôturées hein, par une clôture en fer forgé, là, tout autour. Il y a pas mal de monde qui est enterré là. À votre avis, pourquoi c'est clôturé? Voilà, c'est une partie d'une famille. Mais si on clôture, c'est que voilà, c'est des gens... Pardon? Ils étaient importants. Ils étaient importants, exactement, madame. J'aurais dit royal. Non, ils n'étaient pas royal, pas forcément. Alors... Si on lit dessus les inscriptions, on voit Charles Ferdinand Langenhagen, la octave de Langenhagen. C'est un peu des nobles. Un petit peu, voilà, des nobles, donc un petit peu de sang royal certainement qui coule.
Et vous vous rappelez les deux Lagenhagens qu'ils avaient sur Sarre-Union? Exactement, les chapeaux, une usine à chapeaux. Donc c'est une partie des dirigeants, donc de la famille qui avait cette usine de chapeaux. Alors si on s'intéresse là au-dessus aux éléments de décor, on retrouve l'urne funéraire avec le voile de la tristesse. Et juste devant, qu'est-ce que vous avez? Non, c'est pas une croix. Oui, c'est une encre marine. Une encre marine, alors sans doute reliée en fait, on peut faire un lien avec la profession. Pardon? Reliée à une ficelle qui est cassée. Alors ficelle qui est cassée, donc symbole peut-être voilà, la vie qui est brisée. Et une encre pourquoi? Parce qu'ils faisaient du commerce, ils importaient la paille pour faire les chapeaux de paille, donc de la paille qui venait de Madagascar ou encore de Philippines. Hein, donc ça symbolise voilà, ces importations marchandes. Voilà. On va terminer notre ronde de nuit avec une légende locale. Alors j'ai une première légende qui s'appelle la Dame en Noir. Ouh, je ne vous vois plus, ça me fait peur là. J'ai plus de repères. Alors, la Dame en Noir. À Sarre-Union, sous les vignes, au bord de la Sarre, une dame noire se promenait tous les soirs. Un homme qui revenait de Niedermatt, près de Villers, osa l'interpeller cavalièrement. « Hé, Souillon, viens ici !» Aussitôt, il reçut une gifle magistrale. On dit qu'il trépassa les jours suivants. Selon les dires, cette dame noire serait la déesse égyptienne Isis, dont le culte fut introduit en Gaule dans les premiers siècles de notre ère, juste avant le christianisme. Bien sûr, traiter une déesse de Souillon mérite au moins une gifle, sinon la mort pour crime de lèse-majesté. Donc si vous croisez une dame en noir à Sarre-Union, faites bien attention, passez votre chemin. Alors, il y avait aussi, dans mes recherches, j'ai retrouvé une dame en noir qui était à Guebwiller, un peu le même style de légende. Et il y aurait donc ces deux dames noires, celle de Guebwiller et Sarre-Union en Alsace. Voilà, je vais encore donc, vous raconter une dernière légende qui s'appelle donc l'homme qui rit, qui s'est passé aussi, très certainement, à Sarre-Union. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, hein, c'est des légendes. Hein. Donc voici l'histoire. À la fin du siècle dernier, donc c'est un texte, juste pour le contexte, que j'ai trouvé dans un livre qui datait du 19e siècle, en allemand, donc, que j'ai traduit. Donc, de quel siècle il parle, je ne sais pas trop, je n'ai pas pu retrouver. Hein, donc on va s'imaginer, allez, 18e, 17e siècle par là. À la fin du siècle dernier, vivait à Bockenheim un homme que tout le monde évitait à cause de son caractère amer et méchant. Donc, Bockenheim, c'est le nom avant Boekenhoom, la ville médiévale. Hein. Les habitants n'osaient pas le provoquer, car une rumeur circulait comme quoi il connaissait d'anciennes histoires secrètes. Ainsi, ce ne fut pas d'une grande tristesse qu'un jour on apprit que ce drôle de personnage était subitement décédé. Le pasteur réquisitionna les écoliers le jour de son enterrement pour porter son corps de sa maison jusqu'au cimetière et chanter devant sa tombe. On est dans un cimetière. Je ne sais pas si on est devant la tombe de ce monsieur. Pendant que le cortège funèbre se mit en place, un des écoliers vit subitement le mort coiffé de son bonnet de nuit, regardé par la fenêtre de sa maison en le méprisant. Donc l'écolier poussa un cri de terreur et tout le monde leva la tête pour regarder l'apparition derrière la fenêtre d'un air hébété et effrayé. L'apparition fantomatique rigolait, acquiesça et prononça calmement avec son attitude méprisante « Vous pensiez certainement vous être débarrassé de moi, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. » Le pasteur reprit ses esprits le premier et dit « Emmenez le cercueil au cimetière !» Ainsi, le cortège reprit sa marche avec une allure précipitée jusqu'au cimetière et bientôt la terre recouvrit ce personnage agité. Donc là, on est au cimetière, hein, comme nous. Cependant, il ne devait pas encore trouver de repos. Les résidents qui habitaient à côté du cimetière se plaignirent bientôt de bruits assez forts et continus qui les terrorisaient au plus haut point.
Dans leur grande détresse, ils firent venir 2 moines capucins qui étaient connus pour pouvoir bannir les esprits. Ceux-ci déterrèrent l'homme et le bannirent sous un pont. Mais à cet endroit aussi, il taquina et apeura également les passants. Il sauta de façon invisible sur le dos des paysans qui voulaient se rendre au marché en ville et se laissa ainsi traîner comme une charge lourde jusqu'en ville, laissant les paysans épuisés. Encore une fois, on rappela les moines capucins et cette fois-ci, ils le bannirent au fond d'un puits dont on mura l'entrée. À partir de ce jour, il ne fit plus parler de lui, ou presque. La maison, une bâtisse spacieuse située à côté du château de Sarre-Union, tomba un jour en possession de 2 vieilles dames qui auraient bien voulu la revendre. Malheureusement, la vente de la maison ne se fit pas, car ces 2 vieilles dames avaient rajouté aux conditions de vente que l'entrée du puits devait rester murée. Ce ne fut qu'après leur mort que leur héritier fit rouvrir le puits. L'esprit sorta alors du puits, se mit à rigoler. Est-ce que vous pouvez me faire aussi un rire démoniaque pour terminer? Il se mit à rigoler et partit dans le ciel sous le soleil de midi. Et depuis ce jour, on ne revit plus l'esprit rieur. Plus rien. Et c'est ainsi que nous terminons notre ronde de nuit. Donc pour l'instant, moi je ne vois rien ici d'anormal. Toi, Tom? Vous autres collègues? Non, ça va. Voilà, est-ce que vous avez peut-être, vous, des histoires à partager autour des fantômes, voilà, des esprits ou autres, des effets un peu étranges dans des lieux voilà, patrimoniaux que vous avez peut-être vécu ou entendu? Non? Rien arrivé? Moi, je vais juste vous raconter un petit truc qui m'est arrivé. J'étais en vacances en Écosse, à Édimbourg, et là-bas, les cimetières, ça se visite de jour, de nuit. Hein, voilà, Édimbourg est réputé pour être une des villes les plus hantées. Et je suis allée voir, donc j'étais en master, on a fait un voyage de promo, d'études, et on est allé voir, donc, pour se faire un peu peur, le cimetière Greyfriars, qui est un des cimetières les plus anciens d'Édimbourg, donc très impressionnant, des tombes anciennes, mais là c'est 17e siècle, 18e siècle, pas plus. Hein. Et donc on se promène dans les allées, dans la pénombre, on a nos portables avec, en guise de lampe torche, hein. Et tout d'un coup on entend un bruit derrière nous, quelque chose qui racle le sol. On se retourne et en fait on s'est aperçu que c'est le vent qui nous a joué un mauvais tour, il a tout simplement fait traîner un gobelet en plastique qui traînait dans l'allée. Mais sur le coup on s'est retourné, on ne savait plus trop voilà, si c'était quelqu'un ou quelque chose, mais heureusement pour nous. Voilà. Donc c'est ici, dans cet endroit, donc, dans ce cimetière catholique, que nous terminons notre ronde de nuit. Je tiens à remercier Tom, mon premier assistant, donc veilleur de nuit. Vous pouvez l'applaudir, il m'a très bien assisté. Merci Tom, et merci aussi à vous tous pour votre participation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et avant que vous repartiez, j'ai quelque chose à vous remettre. Vous avez le droit de repartir chacun avec le magazine touristique de l'Alsace Bossu. Et à l'intérieur, je vous ai glissé le programme des animations, sorties et visites estivales. Voilà, si vous voulez venir le récupérer ici. Voilà. Voilà, et en tout cas, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on reparte ensemble, si vous connaissez le chemin du retour. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux, d'avoir de l'intérêt pour Sarre-Union et son patrimoine, pour l'Alsace Bossu. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous pour votre participation. Et bonne rentrée, soyez vigilants, ouvrez l'œil, hein, on ne sait jamais. Hein. C'était très intéressant. Ouais, je te remercie et tu as été super aussi dans ton rôle de premier assistant, veilleur de nuit.